Bonjour à tous. Alors, attaquons cette correction du sujet de droit des obligations au CRFPA 2019. Alors, l'idée, je crois que vous l'aurez bien compris, c'est pas de faire de vous des cracks sur ce sujet de droit des obligations de 2019, parce que vous l'aurez pas, vous l'aurez plus. Hein. En septembre prochain, vous aurez un autre sujet, évidemment, on va pas vous donner le même, mais en fait, tout ce que vous allez faire pour vous entraîner en faisant ce sujet 2019, en fait, c'est un entraînement pour ce que vous ferez en septembre prochain. Parce que, évidemment, même si les thèmes ne seront pas forcément exactement les mêmes, même si les réponses ne sont pas exactement les mêmes, la manière de travailler est la même. Et donc, en regardant ce sujet 2019, vous vous entraînez pour celui que vous aurez en septembre prochain. Alors, on va commencer par ce que l'on doit faire au brouillon. Vous avez sans doute regardé déjà la première vidéo où je vous expliquais tout ce qu'il fallait faire avant le jour J, avant le mois de septembre. Là, ça y est, vous y êtes. On est en septembre. Qu'est-ce que vous faites immédiatement une fois qu'on vous a distribué le sujet? Et c'est par ça donc qu'on va commencer. Le jour J, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a sa copie? On commence pas évidemment par rédiger immédiatement. Moi j'ai toujours peur quand je vois un étudiant qui prend tout de suite sa copie et qui commence à écrire. Non, non, on a des étapes à respecter avant. On vous a fait un petit schéma pour vous expliquer justement quelles étaient les étapes de raisonnement. Après, elles ne sont pas aussi importantes pour chacun. Chacun vont passer plus vite sur certaines étapes parce que pour eux, ils le font peut-être un peu plus dans leur tête. Mais l'idée, c'est que vous ayez quand même cette réflexion de vous dire, voilà, il faut que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça. Donc, vous commencez évidemment par lire le sujet, mais ça, je pense que tout le monde le fait, j'ai même pas besoin de le rappeler. Ensuite, recherchez quel est le droit applicable. Vous le savez, il y a eu une réforme en deux étapes, hein, en plus, ordonnance, loi de ratification, il va falloir vous demander si c'est du droit des contrats. Qu'est-ce qu'on applique? L'ordonnance, la loi de ratification, éventuellement même le droit antérieur, même s'il est assez douteux. C'est important de commencer par cela. Ensuite, il va falloir que vous organisiez vos idées, que vous organisiez votre plan. Et la première chose à faire, c'est de vous demander, est-ce que je peux découper mon sujet en un, deux, enfin un, ça s'appelle pas du découpage, mais en deux, trois, quatre déjà grosses parties. Est-ce que j'ai déjà les, les les quatre grands thèmes, c'est-à-dire cette espèce de grande consultation, est-ce que je peux pas la découper en trois histoires, quatre histoires, deux histoires, pour déjà désengorger un petit peu le travail. Et ensuite, il faudra découper en affinant encore plus. De parties, je passe à des sous-parties, éventuellement des sous-sous-parties. C'est les premières choses à faire, essayer de faire une arborescence d'organisation de son devoir avant de commencer à la rédaction. Alors on va faire ça ensemble, dans l'ordre. D'abord, lecture du sujet de droit des obligations. Là, on fait sur celui de 2019, mais c'est ce que vous ferez en septembre prochain. Première chose, vous voyez le sujet qui vous arrive, vous le regardez dans son ensemble, vous en avez une vision globale. Ça prend quelques secondes, il n'y a pas besoin de rester 10 minutes devant. Avant de vous attaquer vraiment à la lecture, vous faites une visualisation. Et qu'est-ce que vous constatez? Regardez cette visualisation. Vous lisez pas, vous visualisez de manière globale. Vous constatez qu'il y a trois grands paragraphes. Vous constatez qu'il y a des questions qui sont posées puisqu'il y a des points qui sont indiqués, d'accord, vous visualisez bien. Il y a eu un premier temps, un deuxième temps, un troisième temps, avec un barème indiqué. C'est très important. C'est très important parce que ça vous indique quelle est la longueur de la réponse. Des questions sur 6 points, des questions sur 10 points. Forcément, la question sur 10 points devra être bien plus développée que la question qui n'est que sur 10 points. C'est logique, ou la question qui n'est que sur 4 points. Vous sentez qu'on vous attend plus sur certaines que sur d'autres. Ça vous indique effectivement, tiens c'est marrant, là j'avais envisagé de de discuter de plein de choses. Ouais, mais enfin, c'est la question sur 4 points, je vais peut-être me calmer un peu. Alors que, évidemment, celle sur 10 points, si spontanément il n'y a qu'une idée qui vous vient, tiens, je parlerai bien de l'erreur. Sur 10 points, ça m'étonnerait qu'il n'y ait que l'erreur à évoquer. Vous comprenez? Ça vous donne une indication de la longueur de la réponse et ça vous indique aussi comment gérer votre temps. La question sur 10 points, consacrez-lui la moitié de votre temps, tout simplement. Donc c'est très important. Rien qu'avec cette visualisation globale, vous avez déjà des indications, pourtant vous ne savez même pas encore de quoi parle le sujet. Bon. Maintenant, évidemment, il va falloir rentrer dans une lecture plus approfondie. Nous allons la faire ensemble. François Jusse était avec son frère Antoine à la tête d'une maison d'édition juridique transmise par leurs parents, les éditions Jusse Lux. Chacun était propriétaire d'une moitié du capital social de la société. En novembre 2016, François a vendu l'intégralité de ses parts à la société Law Equity, qui a voulu prendre le contrôle de l'entreprise pour l'intégrer dans son groupe d'édition européen. S'appuyant sur un audit effectué à sa demande par son ancien commissaire aux comptes, à la retraite, annonçant des bénéfices très importants à venir au regard des marchés précis à conclure avec les principales universités françaises et francophones,
Il a obtenu que le prix d'achat soit fixé à 6 millions d'euros, qui a été réglé. Le même jour que la cession de titres, François s'est engagé à l'égard de Law Equity à obtenir dans les meilleurs délais que son frère Antoine lui cède ses propres actions de la société pour un prix de 5 millions d'euros afin qu'elle ait la propriété intégrale de l'entreprise. L'acte comporte une clause au terme de laquelle, en cas d'inexécution, il devra indemniser sa co-contractante à hauteur de 980 000 euros. En juin 2019, Law Equity n'avait toujours pas eu la notification de ce qu'Antoine ait accepté de céder ses actions. François lui a alors répondu après réception de sa lettre recommandée de mise en demeure qu'il était en train de convaincre son frère et qu'il était encore temps pour le faire. Non satisfaite, elle a menacé de la signer. Dans ces conditions, il lui a fait parvenir une lettre recommandée, lui notifiant qu'il résiliait immédiatement cet accord. La cessionnaire est très préoccupée car au regard des derniers documents comptables établis, les bénéfices n'ont pas du tout été ceux escomptés. Plusieurs des marchés n'ont pas été conclus ou renouvelés, ou bien les prix ont dû être cassés au regard de la concurrence très forte entre éditeurs. Elle est convaincue que François lui a menti, de connivence avec son ancien commissaire aux comptes. C'est ce que lui a laissé entendre il y a peu un courrier anonyme. La société Law Equity a demandé au cabinet d'avocats dans lequel vous êtes stagiaire s'il lui était possible d'intenter une action en justice contre François Jusse afin d'obtenir la nullité du contrat de cession et la restitution du prix payé, ainsi que des dommages et intérêts. 6 points. Elle veut par ailleurs invoquer l'inexécution, puis la résiliation abusive de l'engagement touchant le frère de François, même si maintenant elle ne désire plus acheter au regard des résultats. Elle entend bien se faire payer le montant prédéterminé à l'acte du fait des fautes commises. Existe-t-il des difficultés juridiques à prévoir ? 10 points. Elle voudrait enfin savoir s'il existe un moyen d'assigner en même temps l'ancien commissaire aux comptes ayant fourni son concours à François afin d'obtenir réparation pleine et entière de ses dommages. 4 points. Voilà, là vous avez fait une lecture approfondie. Alors, normalement vous êtes avec votre stabilo, vous éventuellement vous stabilotez. Alors, pour moi, l'idéal, c'est même de le lire une première fois avant de stabiloter, parce que sinon on stabilote tout, d'accord ? Et éventuellement de le relire une deuxième fois, où là on a un tout petit peu plus de recul, et c'est là qu'on va commencer à mettre du stabilo. Ou alors, si vous êtes un fan du stabilo, ce que vous faites, c'est que la première lecture, vous commencez à stabiloter en jaune, et ensuite, avec un autre stabilo, vous allez stabiloter ce qui vous semble là vraiment beaucoup plus important. Bon, voilà pour cette lecture approfondie du sujet. Maintenant, vous avez lu, vous passez sur votre brouillon. Ça y est, vous allez commencer à écrire. Je vous le rappelle, lecture du sujet. Maintenant, sur le brouillon, qu'est-ce qu'on fait ? On recherche le droit applicable, on découpe les parties, on découpe les sous-parties. C'est ce que nous allons faire. On a lu le sujet, on va faire ces 3 étapes. Rechercher le droit applicable, découper les parties, les sous-parties. Alors, étape 1, recherche du droit applicable. Là, il faut que vous ayez en tête, je vous refais un petit peu de cours sur ça, que le droit des contrats, le régime des obligations, le régime général des obligations et la preuve ont été réformés. Pas la responsabilité civile, mais en tout cas le droit des contrats, le régime des obligations et de la preuve ont été réformés par une ordonnance du 10 février 2016. Il faut connaître ces modalités d'application dans le temps. Cette ordonnance est applicable à tous les contrats conclus après le 1er octobre 2016. Il y a quelques exceptions, quelques dispositions qui sont immédiatement applicables même aux contrats conclus avant, mais elles sont très rares. L'article 1123, alinéa 3 et alinéa 4, et l'article 1183. C'est rare. Bon. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle la loi de ratification. Vous le savez, l'ordonnance n'est, comme son nom l'indique, qu'une ordonnance. Il va falloir qu'elle soit ratifiée. Elle l'a été par la loi de ratification du 20 avril 2018. Cette loi de ratification, vous le savez, elle est applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2018. Sauf pour certaines dispositions qui sont interprétatives, comme les articles 1112, 1143, 1165, qui, elles, sont immédiatement applicables. Enfin, je veux dire, qui sont applicables aux contrats conclus après le 1er octobre 2016. Bon. Donc voilà, il faut maîtriser cela. Maintenant, on va regarder dans notre sujet. C'est pas compliqué, qu'est-ce qu'on nous dit ? En novembre 2016, François a vendu l'intégralité de ses parts. Donc on voit qu'il y a un contrat de cession en novembre 2016. Plus loin, le même jour que la cession de titres, François s'est engagé. Donc pareil, novembre 2016. Donc notre date, c'est novembre 2016. Si les contrats sont conclus avant, en novembre 2016, ils sont donc conclus après le 1er octobre 2016, mais avant le 1er octobre 2018. Conséquence, on applique l'ordonnance du 10 février 2016. Voilà votre raisonnement. D'accord ? Vous devez penser à ça. Maintenant,
Deuxième étape, vous allez commencer à rechercher un plan, à organiser vos parties. Pour le moment, on se contente des parties, le grand 1, le grand 2, le grand 3, le grand 4 éventuellement. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? D'abord pour clarifier la présentation. Pourquoi? Parce que vous imaginez bien que si vous avez des idées qui viennent les unes à la suite des autres, un peu de dol, un peu d'erreur, un petit peu de résolution, puis là je vais te parler de responsabilité, ça n'a pas de sens. Vous risquez d'oublier des choses, et puis surtout, votre correcteur ne va pas réussir à vous suivre, il ne va pas comprendre vos idées les unes à la suite des autres. Donc il faut effectivement découper pour clarifier sa réponse, sa présentation, et vous, ça facilitera la résolution. Ça va vous donner des étapes, d'accord? Donc c'est très important. Maintenant, comment découper? C'est pas de l'art abstrait. Vous n'allez pas le faire comme vous avez envie de le faire. En fait, il faut regarder le sujet. Souvent, le sujet vous invite à un découpage. Alors, le sujet peut clairement avoir déjà mis des questions. Petit 1, petit 2, petit 3. Là, évidemment, vous le respectez en le transformant en grand 1, grand 2, grand 3 si vous n'aimez pas le petit 1, petit 2, petit 3. Mais vous respectez le découpage que vous a donné le rédacteur du sujet. Si par exemple, il a fait des questions, vous respectez les questions. Si vous voyez qu'il y a 3 paragraphes bien distincts, grand 1, premier paragraphe, grand 2, deuxième paragraphe, grand 3, troisième paragraphe. Vous pouvez voir qu'en fait, il y a plusieurs personnages. Pierre, Jacques, Paul, chacun ont des difficultés. Les problèmes de Pierre, les problèmes de Jacques, les problèmes de Paul. D'accord? Suivez. Ça peut être des problèmes de contrat. Un problème avec le contrat de vente, un problème avec le contrat de travail, un problème avec le contrat de prêt. Vous faites chaque contrat. Ça peut être des thèmes. Vous sentez qu'il y a des problèmes de nullité d'un contrat, des problèmes de responsabilité. Bref, il faut que vous sentiez ce qu'attend le rédacteur du sujet. Il a vraisemblablement, en fait, déjà dans sa tête prévu un plan. Il faut que vous le trouviez. Le sujet de 2019, c'est évident, la manière dont le plan est organisé. En fait, vous avez les faits qui vous sont reproduits, et juste avant les questions, vous avez un petit paragraphe qui vous guide. La société Law Equity a demandé au cabinet d'avocats dans lequel vous êtes stagiaire s'il lui était possible d'intenter une action en justice contre François afin d'obtenir la nullité du contrat de cession et la restitution du prix payé. On voit bien ici qu'il y a tout un grand 1 avec ces 6 points. Tout est une question de le contrat de cession. On veut l'annuler, obtenir restitution du prix et des dommages et intérêts. Tout ça n'est qu'une même question. La question relative au contrat de cession. Vous l'avez, votre grand 1. Ensuite, j'ai fait une petite coupe du sujet. Juste avant qu'on vous annonce les 10 points, on vous dit elle veut par ailleurs, donc en plus, invoquer l'inexécution et la résiliation abusive de l'engagement touchant le frère de François. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un deuxième grand point, avec les 10 points qui sont attribués sur justement cette espèce d'engagement que François a pris à l'égard de la société Equity en lui disant mon frère va s'engager. Là, c'est votre grand 2. Et ensuite, vous avez le grand 3, elle voudrait enfin savoir s'il existe un moyen d'assigner en même temps le commissaire aux comptes. Donc vous sentez bien qu'il y aura en plus une action contre commissaire aux comptes. Vous les avez, vos 3 parties. Ça donne quelque chose comme, vous écrivez ça sur votre brouillon, grand 1, l'action contre François au titre du contrat de cession. Grand 2, l'action contre François au titre de l'engagement touchant son frère. Pour le moment, ce n'est pas forcément des très jolis titres. C'est les premières idées que vous avez. Vous pourrez garder ces titres ou les changer, peu importe. Grand 3, l'action contre l'ancien commissaire aux comptes. Le plan, l'organisation des parties, vous est suggéré par le rédacteur du sujet. Suivez ce qu'il vous dit. Si vous commencez à changer, vous risquez ensuite d'être dans l'embarras. Oubliez de traiter des questions. Ensuite, vous mettrez aussi votre correcteur dans l'embarras. Il ne saura pas où vous attribuer les points. Et sachez que si vous mettez votre correcteur dans l'embarras, il va être énervé et il vous sanctionnera. D'accord? Si vous n'avez pas respecté finalement un peu la ligne qui vous était indiquée. Maintenant, on a recherché quel était le droit applicable, étape 1. On a recherché quelles étaient les parties. Maintenant, il va falloir rentrer un petit peu plus précisément dans l'arborescence et établir les sous-parties, éventuellement les sous-sous-parties. Alors là, ça n'est pas qu'un découpage formel, il va falloir aller plus loin, il va falloir s'intéresser au fond. Là encore, le sujet va vous guider, mais parfois il va falloir vous-même que vous alliez sortir vos connaissances. L'idée c'est que votre objectif, c'est de respecter ce que souhaite celui qui vous consulte. Il vous dit je veux ça, vous devez lui présenter toutes les manières, tous les fondements, vous lui permettant de l'obtenir. Donc lui il vous fixe un cap, je veux ça, vous lui présentez toutes les manières de l'obtenir. Et ensuite, votre objectif dans l'arborescence, c'est de descendre jusqu'à une majeure prête à l'emploi. C'est-à-dire que si vous arrivez à vice du consentement, c'est pas suffisant. Parce que vous n'avez pas une majeure toute prête sur les vices du consentement, vous avez une majeure toute prête sur l'erreur, vous avez une majeure toute prête sur le dol, vous avez une majeure toute prête sur la violence. Donc il faut que dans votre arborescence, vous arriviez à grand 1, grand A, grand B, et que vous vous stoppiez quand vous avez écrit, par exemple, erreur ou dol.
vos majeures prêtes à l'emploi. Parce que là, vous pouvez vous arrêter. Sur votre brouillon, vous n'avez plus rien à écrire. Le reste, c'est dans votre tête. Donc voilà, votre objectif dans votre arborescence, c'est d'aller jusqu'à une majeure prête à l'emploi. Je vous donne un exemple. Dans votre consultation, on vous demande la nullité. On vous dit, je veux absolument annuler ce contrat. Très bien. Vous, dans votre tête, vous allez balayer les causes de nullité et les effets. Donc déjà, vous savez que si on vous demande la nullité, il faudra vraisemblablement faire une sous-partie sur les causes, une sous-partie sur les effets. Voilà, c'est organisé dans votre tête. Probablement grand A, grand B. Maintenant, dans les causes de nullité, vous les faites défiler dans votre tête. L'article 1128 nous dit que pour qu'un contrat soit valable, il faut qu'il y ait capacité, consentement, but licite et contenu licite. Ok, je fais défiler. Est-ce qu'il y a un problème d'incapacité? Est-ce qu'il y a un problème de vice du consentement? Ici, il faut que je descende plus bas, parce que consentement, il y en a 3. Erreur, dol, violence. Violence au sens classique, violence économique. Est-ce que c'est un problème de contenu illicite? Est-ce que c'est un problème de contenu indéterminé, de but illicite? Est-ce que j'ai une des causes de nullité ici qui peut fonctionner? Je les balaye toutes dans ma tête ou sur mon brouillon, et puis je vais évacuer celles qui n'ont rien à voir. S'il vous demande la nullité, il faudra aussi envisager les effets. Les effets, ils sont à l'article 1178. Anéantissement du contrat, parfois total, parfois partiel. Est-ce qu'il y aura des restitutions? Est-ce qu'il y aura en plus une responsabilité extra-contractuelle? D'accord? Ça, vous le balayez dans votre tête, et puis ce qui semble être pertinent, vous l'écrivez. Ah, responsabilité, ici, ça semble intéressant. Ah, restitution, ici, ça semble être intéressant. Ça semble être ce qu'il me demande. Deuxième exemple. Celui qui vous consulte vous dit « Je voudrais faire sanctionner l'inexécution du contrat. Mon contractant n'a pas exécuté, je veux le sanctionner par tout moyen possible. » Vous faites défiler dans votre tête l'exception d'inexécution. Normalement, vous avez une majeure prête à l'emploi. L'exécution forcée, vous devez avoir une majeure prête à l'emploi. La réduction du prix, la résolution, la responsabilité contractuelle. Là, vous le faites défiler dans votre tête. Vous dites qu'est-ce qui est pertinent ici ou pas. D'accord? S'il vous demande l'inexécution du contrat. Faire sanctionner l'inexécution du contrat. Troisième exemple, celui qui vous consulte vous dit « J'ai subi un dommage à cause d'un livreur en vélo. Je veux obtenir réparation. » Comme ça, il vous dit « Voilà, ce petit chauffeur-livreur m'a causé un dommage, je suis blessé, je veux des dommages et intérêts. » Il faut envisager toutes les responsabilités, il ne faut pas s'arrêter dès que vous en avez une. Est-ce qu'il y a une faute du cycliste? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité du fait des choses? On nous dit que c'est un livreur. Est-ce qu'il n'y aurait pas une responsabilité du commettant? Il faut tout envisager. D'accord? Il ne faut pas s'arrêter au premier fondement qui marche. Vous devez envisager tous les fondements possibles pour lui permettre d'obtenir ce qu'il demande. Et ensuite, vous lui conseillerez plutôt ce fondement-là, plutôt celui-là. Vous les évoquerez tous sur votre copie, tous ceux qui sont vraiment pertinents. Et puis ensuite, à la fin, vous direz, voilà, celui-là semble plus pertinent, il y a plus de chances avec celui-là. On va évoquer tous les autres, mais ceux-là, on les évoquera plus à titre subsidiaire. Donc c'est très important. Regardez ce qu'on vous demande et recherchez tous les moyens pour lui permettre d'arriver à cet objectif. Alors, on va justement faire ça avec votre sujet de 2019. On a déjà organisé nos parties. Maintenant, dans chaque partie, on va essayer d'organiser nos sous-parties pour répondre à la demande de notre client. Donc, on est donc le grand 1, l'action contre François concernant le contrat de cession. On relit la partie qui nous intéresse. La société Law Equity a demandé au cabinet d'avocats dans lequel vous êtes stagiaire s'il lui était possible d'intenter une action en justice contre François Jusse afin d'obtenir la nullité, la restitution du prix du contrat de cession et des dommages et intérêts. On voit bien ici il nous demande 3 choses, nullité, restitution, dommages et intérêts. On pourrait faire grand A, grand B, grand C. Après, moi, il me semble que restitution du prix plus dommages et intérêts, c'est plus les effets. Donc, moi, j'aurais fait grand A les causes de nullité, grand B les effets de la nullité. Mais vous pourriez très bien faire grand A les causes, grand B la restitution, grand C la nullité. C'est comme vous voulez, d'accord? Ensuite, c'est un découpage. Il n'y a pas un bon plan ou un mauvais plan, d'accord? L'idée, c'est que j'organise mes idées clairement et que je n'oublie rien. Maintenant, ok, très bien, je suis dans mon grand A, les causes de nullité. Je vais essayer d'aller plus loin parce que moi, les causes de nullité, je suis pas encore à une majeure prête à l'emploi. J'ai pas une majeure pré-rédigée pour toutes les causes. Bon, donc dans les causes de nullité, je vais regarder capacité. Non, ici, il n'y a pas de problème de capacité. François n'a pas l'air incapable, la société Law Equity non plus, donc non. Consentement. Erreur. Ah là, peut-être quand même. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Il pensait que les résultats seraient meilleurs. Ah, je vais envisager l'erreur. Le dol. Visiblement, le commissaire au contenu a menti. Peut-être même que François a menti aussi. Le dol, possible. La violence? Non, la violence, non, il n'y a pas de violence. Le contenu illicite? Non. Le contenu indéterminé? Non plus. Le but illicite? Non plus. Bref, qu'est-ce que j'ai retenu? Erreur et dol.
Petit 1 l'erreur, petit 2 le dol. Et là, c'est super, j'ai des majeurs prêtes à l'emploi. Donc je m'arrête. Normalement, si mes fiches de TD ont été bien préparées avant le mois de septembre, j'ai une question de droit qui devrait m'aider, une question de type, et puis une majeure prête à l'emploi que je plaque, et j'aurai plus qu'à, sur ma copie, rédiger cette majeure, et ensuite rédiger ma mineure. Bon. Maintenant, grand B. Les effets de la nullité. La société Low Equity a demandé au cabinet d'avocats dans lequel vous êtes stagiaire, blablabla, la restitution du prix et des dommages et intérêts. Bon, petit 1, restitution du prix. Petit 2, responsabilité extra-contractuelle. Soit vous aviez fait A, B, C, soit vous faites A, B, 1, 2. Ça revient, vous êtes d'accord, au même. Alors, vous avez donc votre arborescence pour le grand A. Grand 2, l'action contre François au titre de l'engagement touchant son frère. On lit la partie correspondante. Elle veut donc la société, par ailleurs, invoquer l'inexécution, puis la résiliation abusive de l'engagement touchant le frère de François. Même si maintenant elle ne désire plus acheter au regard des résultats. Elle entend bien se faire payer le montant prédéterminé à l'acte, du fait des fautes commises. Existe-t-il des difficultés juridiques à prévoir? Évidemment, ça n'est pas une question de droit, hein. Ce ne sera pas votre question. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'il va d'abord falloir se demander ce que c'est que cet engagement. On nous parle d'engagement. C'est quoi cet engagement? Première chose, grand A, on va qualifier cet engagement, qu'on ne nous a pas nommé. On le qualifiera de promesse de porte-fort. Après, vous pouvez écrire grand A la qualification de l'engagement, 2 points promesse de porte-fort, ou vous ne dites rien, pour garder le suspense et vous qualifierez dans le grand A. Et ensuite, grand B, les effets de cet engagement, les effets de la promesse de porte-fort. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a une résiliation, est-ce qu'elle est abusive ou pas? Petit 1. Et petit 2, il veut faire sanctionner l'inexécution. Petit 2, l'inexécution de la promesse. Comment on la fait sanctionner? Vous le savez, grand A, la responsabilité, et petit b ici, petit a, pardon, les conditions de la responsabilité, on verra quelles sont les conditions pour faire sanctionner l'inexécution d'une promesse, et petit b, on nous dit il veut obtenir le montant prédéterminé. Ce montant prédéterminé, vous sentez bien que ça ressemble à une clause pénale, vous mettez petit b la clause pénale, ou vous écrivez juste petit b le montant prédéterminé, le paiement du montant prédéterminé. Si à ce stade vous n'êtes pas encore complètement convaincu du fait que ce soit une clause pénale, vous hésitez. Clause pénale, clause de responsabilité, peut-être que vous pourrez réfléchir plus loin. Là, vous écrivez juste petit b, le paiement du montant prédéterminé. D'accord? Vous pouvez rester un peu vague au départ dans vos titres. De toute façon, vos titres pourront être vagues. C'est après que vous détaillez. Voyons maintenant grand 3, l'action contre l'ancien commissaire aux comptes. On vous dit que la société voudrait enfin savoir s'il existe un moyen d'assigner en même temps l'ancien commissaire aux comptes pour obtenir réparation pleine et entière de ses dommages. Bon. Là, vous sentez bien que c'est une action en responsabilité, on vous dit réparation de ces dommages, donc c'est une action en responsabilité, donc grand A, les conditions, et grand B, les effets. Elle veut réparation pleine et entière. Donc on verra si effectivement, dans les effets de la responsabilité, il y a la réparation pleine et entière. Voilà pour cette troisième étape qui finalement euh, consiste à découper encore plus, et normalement on va vers une majeure prête à l'emploi. Les conditions de la responsabilité ici, vous sentez bien que c'est une responsabilité plutôt extra-contractuelle, donc les conditions de la responsabilité extra-contractuelle, dans votre tête, vous vous dites c'est plutôt une responsabilité pour faute, je vois pas vraiment que ce soit chose. Donc voilà, vous ferez votre majeure prête à l'emploi sur la faute, qu'est-ce qu'une faute, définition de la faute, lien causal, etc. Les effets de la responsabilité, quels sont les effets, réparation intégrale, etc. Vous définirez ensuite. D'accord? Voilà pour cette étape numéro 3. Maintenant, ça y est, vous avez votre arborescence. Vous passez sur votre copie. Vous avez terminé votre brouillon. Vous passez sur votre copie. Quels sont les premiers mots que vous allez écrire? D'abord, des phrases introductives. Je vous ai dit, on ne commence pas par écrire grand 1. D'accord? Non, ça c'est bizarre, jamais on fait ça. Donc, ce que je vous conseille, c'est rassurant quand on sait quelles sont les premières phrases qu'on va écrire. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de droits des contrats, comme c'est le cas ici, il faut faire une petite phrase introduisant justement le droit applicable. Vous pouvez écrire quelque chose comme l'ordonnance du 10 février 2016 est applicable au contrat conclu après le 1er octobre 2016. La loi de ratification du 20 avril 2018, elle, est applicable au contrat conclu après le 1er octobre 2018, sauf disposition interprétative. En l'espèce, le contrat de cession a été conclu en novembre 2016, de même que la promesse de portefort. Il convient donc de faire application de l'ordonnance et des textes interprétatifs issus de la loi de ratification. Ça, c'est une majeure que vous pouvez presque apprendre par cœur. Et ensuite, vous n'avez plus que du en l'espèce. C'est très rassurant. C'est-à-dire que les premières lignes, vous savez ce que vous devez écrire. Ensuite, il faudra annoncer votre plan. Vous avez 3 parties.
préciser à votre professeur ce que vous allez faire. Vous avez vu que je ne rappelle pas du tout les faits pour le moment. Pour le moment, j'annonce mon grand 1, j'annonce mon découpage. Et là, c'est très rapide, mais vraiment 3 phrases très courtes ou une seule phrase, et peu importe, très très court. Nous verrons d'abord l'action de la société Law Equity contre François au titre de la session, puis nous évoquerons le problème de la promesse de Portefort avant de terminer par l'action de la société contre l'ancien commissaire aux comptes grand 1, grand 2, grand 3. Voilà une phrase extrêmement simple. Et vous avez terminé votre phrase introductive, qui sont les premières phrases que vous faites sur votre copie. Mais si vous savez à l'avance quelles sont les premières phrases que vous allez faire sur votre copie, ça a quelque chose de très rassurant en fait. Hein. Vous êtes vraiment dans un ordre très très préétabli. Vous connaissez vos étapes de raisonnement, vous savez par quoi vous allez commencer dans votre écriture. C'est rassurant. Voilà, nous avons terminé effectivement cette vidéo, cette première vidéo sur le sujet 2019. Pour le moment, c'était le brouillon et les premières phrases qu'on écrit sur sa copie. Pour la suite, eh bien, il faudra consulter les vidéos suivantes. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très vite.